Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Les Eagles of Death Metal sont remontés sur scène à Paris avec U2, leur première apparition depuis l'attentat kamikaze au Bataclan le 13 novembre dernier. Symboliquement, ils ont interprété People Have the Power, le peuple a le pouvoir, titre de Patti Smith. Des grands noms du cinéma hollywoodien étaient à Paris pour peser sur les négociations climat. Nous verrons ce qu'ils sont venus défendre. Cette photo l'a rendue mondialement célèbre. Rencontre dans cette émission avec le photoreporter américain Steve McCurry. Et tout d'abord donc, retour sur le défilé des stars au sommet climat à Paris à la COP21. Robert Redford au siège de l'UNESCO pour défendre les communautés indigènes. Leonardo DiCaprio devant un millier de maires pour soutenir le projet de ville fonctionnant avec 100% d'énergie renouvelable. Sean Penn lançant un appel pour la préservation des forêts. Ou encore Arnold Schwarzenegger expliquant que le réchauffement climatique n'est pas de la science-fiction. Tous ces acteurs hollywoodiens vraiment engagés étaient à Paris pour appeler à un accord sur le climat. On les écoute. Nous devons agir et le plus tôt sera le mieux car le compteur tourne. Le problème s'aggrave et les solutions ne suivent pas, donc il est temps d'agir vite et de faire preuve d'audace. C'est pour ça que je suis ici, pour faire passer ce message. Je me suis engagé au sein du Conseil de défense des ressources naturelles il y a longtemps. Je considère que c'est une organisation qui a le pouvoir de faire avancer les choses parce qu'ils peuvent porter ces questions devant la justice. Je suis venu ici pour représenter un projet porté par des communautés en Haïti, par les Haïtiens, et qui bénéficie aussi d'un soutien et d'une expertise internationale. Pour que dans 10 ans, quand on regardera une image satellitaire, nous n'ayons plus l'image d'une île clairement délimitée entre d'une part Haïti, qui a perdu presque toute sa forêt, et d'autre part la République dominicaine, qui reste encore assez verte. Que dans 10 ans, on soit face à un Haïti qui ne dépende plus des importations, qui exporte enfin, qui favorise l'accès à l'éducation, un beau pays, qui fasse partie intégrante de cet environnement, de ce climat interconnecté pour lequel nous nous engageons ici. La pollution de l'air tue 19 000 personnes chaque jour. 19 000 chaque jour. Pourquoi est-ce que ça ne nous scandalise pas? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Je sais que nous pouvons construire cet avenir avec des énergies intelligentes, essayer de desserrer l'étau mortel de la pollution sur notre planète. Nous pouvons gagner cette bataille, nous allons gagner cette bataille. On en vient à une rencontre exceptionnelle. Le photoreporter américain Steve McCurry est le prince du portrait et du paysage. Il a parcouru le monde, mais surtout, il a su capturer l'esprit de l'Afghanistan, ce pays qu'il arpente depuis 30 ans maintenant. De ses photos iconiques à son exposition Prémonition à la galerie Frédéric Gaux, Olivia Salazar a eu la chance de le rencontrer à Paris. Il lui a raconté l'histoire de la jeune Afghane aux yeux verts. Steve McCurry, merci de recevoir France 24. Dans cette exposition Prémonition, on voit beaucoup de photos qui viennent d'Afghanistan, un pays où vous êtes allé plusieurs fois pour vous documenter sur le conflit, mais aussi pour photographier son quotidien et son peuple. Vous semblez très attaché à ce pays. Quand je suis allé en Afghanistan pour la première fois en 1979, c'était juste par hasard, une sorte de coïncidence. J'étais dans un hôtel à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, et j'ai rencontré des réfugiés qui m'ont parlé de la guerre dans leur pays.
juste de l'autre côté de la montagne. Et ils m'ont demandé de venir en tant que photographe, en tant que photojournaliste pour raconter leur histoire. J'ai pensé oui, bonne idée. Et puis j'y réfléchis et je me suis dit, attends une minute, je vais rentrer dans un pays illégalement, je vais aller dans une zone de guerre, je n'ai jamais photographié de conflit avant. J'étais un peu nerveux et puis je me suis dit que j'avais pris un engagement envers ces gens et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Une fois en Afghanistan, j'ai vu la destruction et j'ai rencontré ces Afghans incroyables. J'ai été happé par cette histoire qui soudain entrait dans ma vie et qui m'a fait revenir dans le pays peut-être une trentaine de fois. Comme beaucoup de photojournalistes, vous avez déjà pris des risques dans votre travail pour prendre ces photos. Prendriez-vous ces mêmes risques aujourd'hui en Afghanistan? Pour moi, la pire des choses que je pourrais faire dans ma carrière serait d'être trop timide et de ne pas prendre de risques. C'est de cette façon qu'on peut réussir et se démarquer des autres photojournalistes. Le nom de cette exposition est Prémonition. Lorsque vous étiez en Afghanistan il y a des années, est-ce que vous sentiez déjà que le pays allait avoir le destin qu'il a eu, c'est-à-dire des décennies de conflits? Quand j'y suis allé la première fois en 1979, quand je suis reparti, ils m'ont dit « Reviens en septembre, reviens dans 2 mois et ça sera terminé ». Et ça, c'était il y a 30 ans. C'est une histoire en cours, elle n'est toujours pas finie. Nous sommes dans un nouveau chapitre qui pourrait durer encore des années et des années. Vous avez marqué l'esprit des gens avec cette photo très particulière d'une jeune fille afghane dans un camp de réfugiés au Pakistan au milieu des années 80. Pourquoi cette image est-elle si puissante? Je pense que la photographie de cette jeune Afghane, son nom est Sharbat Gula, a marqué les esprits parce que d'un côté, elle a cette beauté et cette innocence. Mais en même temps, vous pouvez sentir qu'il y a du tragique, quelque chose de l'ordre du traumatisme dans l'expression de son visage. Elle est réfugiée, mais aussi orpheline. Elle a fui l'Afghanistan et a vécu des choses inimaginables, très difficiles. Je pense que cette histoire est en quelque sorte gravée sur son visage. Mais elle est digne. Elle a un sens de la persévérance et de la fierté. Et vous avez retrouvé cette jeune fille environ 20 ans après avoir pris cette photo. Qu'avez-vous ressenti lors de cette seconde rencontre? Nous avions toutes sortes d'informations à son sujet, qu'elle avait été tuée, qu'elle était morte en couches. Donc nous n'étions même pas sûrs qu'elle était toujours en vie. Personnellement, je pensais que c'était impossible, qu'il n'y avait aucune chance qu'on la retrouve. D'abord parce qu'elle pouvait être n'importe où en Afghanistan, mais aussi à cause de la culture locale et du fait que les femmes doivent porter le voile, qu'il aurait été impossible de la reconnaître. Mais nous avons eu beaucoup de chance et nous avons retrouvé la maîtresse qui faisait la classe le matin de la photo. Elle nous a menés à son frère. Nous étions tellement heureux de la retrouver, de la revoir et de l'aider. Une expo à voir jusqu'au 30 décembre à la Galerie Frédéric Gault, donc à Paris. C'est l'histoire d'une amitié légendaire entre un petit garçon et une grande chienne de montagne, Belle et Sébastien. L'aventure continue. Le 2e volet de l'adaptation au cinéma de la série culte est attendu comme le film de Noël à aller voir en famille, plongé au cœur des splendides paysages des Alpes françaises. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des stars qui se laissent caresser? C'est le vrai du film. Et il y a le 2 qui sort. Belle, c'est lui, Garfield. Venu de l'Hérault avec son maître, il se prête en grand cabot au jeu de la promo. Ce mâle de la race montagne des Pyrénées mesure 85 cm pour 75 kg.
Tout va bien, ma belle, tout va bien. Tu vois, c'est l'herbe. On est par terre. Tout va bien. Oh! D'où t'as vu qu'on mettait un chien dans un avion? 2 ans après le premier film, il retrouve son maître de cinéma, Félix Bossuet, alias Sébastien. Lui aussi a ses admiratrices. Est-ce que ça t'a fait bizarre de faire un film avec un si gros chien? Alors le premier film, j'avais 6 ou 7 ans. Là, ça m'a fait bizarre parce qu'il faisait presque ma taille. Choisi sur casting parmi une centaine de chiens, Belle a été entraînée par une équipe de dresseurs américains. D'où t'as vu qu'on mettait un chien dans un avion? Elle obéit aux ordres en anglais. Et pour la motiver, rien de tel qu'un petit morceau de viande. Dans les mots, on la faisait vivre beaucoup, en disant « Belle fait ci, Belle fait ça, elle grogne, elle aboie, elle se met comme ça ». Parce que pour qu'il y ait un équilibre avec Sébastien. Et on s'est rendu compte sur le tournage là, de la difficulté qu'il y avait à avoir un chien qui va vous regarder au bon moment, qui va aller au bon endroit, qui va sauter. Dans ce deuxième volet, Belle prend de l'altitude et vit des aventures périlleuses. Pour protéger Sébastien, elle va même affronter un ours et traverser une forêt en flammes. 3 millions de spectateurs ont vu le premier film. Le troisième serait déjà en préparation. Alors Garfield se tient prêt. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur france24.com. On se quitte avec des images de Paris, lundi soir. People Have the Power a résonné sur scène au micro des Eagles of Death Metal et de U2. Le groupe Eagles of Death Metal remonté sur scène pour la première fois depuis l'attentat kamikaze au Bataclan du 13 novembre. Billet retour. Cuba, avant Fidel Castro. Une station balnéaire tranquille pour riches Américains, avec ses entreprises florissantes. 1er janvier 1959, Fidel Castro et ses troupes entrent dans la Havane. La nationalisation de l'économie marque la fin du rêve américain à Cuba. Aujourd'hui, avec le réchauffement des relations entre les deux pays, les hommes d'affaires américains ou cubains exilés sont prêts à saisir les opportunités. À l'image de la nouvelle génération cubaine qui aspire à une plus grande ouverture sur le monde. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.